luttait pour la liberté, mais manque de bol, enchaîné par une justice étatique pleine de bourgeois qui l'enfermait complètement constamment parce qu'il ne voulait surtout pas qu'Auguste Blanqui propage son besoin de liberté, de révolution, de l'amour du peuple, pour que tout le monde soit bien. Et c'était ça Auguste Blanqui. Il n'a pas hésité à passer 33 ans de sa vie justement pour faire régner la liberté. Auguste Blanqui, il a eu surtout 4 choses dans sa vie qui ont été très importantes. Les 3 glorieuses. La révolution de 1848, 70 qui a été la 3e République et la fameuse Commune de Paris. Voilà. Les trois glorieuses, ça a été un moment donné historique où il était sous Charles X et que ce fameux Charles X serrait de plus en plus les gens avaient de moins en moins à manger. Auguste Blanqui était très jeune et ce qui s'est passé, il a été écœuré car il y a eu de fortes révoltes. À un moment donné, Charles X est parti et ils ont mis Louis-Philippe. Sauf que ce qui est incroyable, c'est que les gens sont contentés. Vous voyez Louis-Philippe comme le Messie, mais ils ont complètement oublié qu'à l'époque, il se battait contre les Bourbons qui étaient avec Charles X et ils ont eu un Louis-Philippe qui était tout autre, une branche des Bourbons. C'était le neveu exactement de la branche cadette des Bourbons. Et je rappelle à tout le monde qu'aujourd'hui notre chère Assemblée nationale à Paris s'appelle le Palais Bourbon. Ce qui est pour moi un peu plus coûteux. Alors je rappelle, Louis Auguste Blanqui exactement a été constitutionnaliste, martyr de la liberté, influenceur quelque part, puisque quand la commune en 1871 est arrivée, Blanqui est en prison, ils ont bien pris soin de l'arrêter juste avant. Il n'a pas pu vivre cette commune, mais c'était sous son influence, et principalement avec Louise Michel, que la commune de Paris a éclaté. Que la commune a été éclatée. Voilà, que la commune a éclaté, enfin, c'est la révolution en fait, qui a éclaté dans le Paris. Pas des bons mots, voilà. Démarré. Voilà, a démarré. Et en fait, Auguste Blanqui est affligé pour une bonne raison, c'est qu'il est né. Parce que son père, Jean-Dominique Blanqui, cette famille chez eux, était préfet de Puget-Théniers, car Puget est une ancienne sous-préfecture. Mais avant, il a été lui-même aussi emprisonné pendant 10 mois parce que c'était un ancien député de la Convention, donc de la Révolution de 1789. Et après, le père a été muté ici, et après aussi à Marmande. Voilà. Donc il est né ici, donc il s'en souviendra, puisque quand il a voulu revoir Puget avec un ami de l'époque, il a tout de suite été arrêté. Voilà. Donc ça c'est ton histoire. Il avait aussi un frère qui a payé ses études, donc c'est grâce à lui qu'il a remporté le concours général. Son frère avait un prénom, j'admets que c'est pas très très glorieux, son frère appelé Adolphe. Quelle idée. Aujourd'hui, on évite aujourd'hui de taper son enfant Adolphe. Il y a eu Adolphe aussi. Mais c'était par rapport à ce prénom, l'auteur de la statue, c'est Adolphe Mayol. Non, Harry Filmayol. Harry Filmayol. C'était tous les prénoms quand même bien datés du 19e. Alors, à Auguste Blanqui, on pourrait dire, a eu un petit peu deux petits moments un petit peu bourgeois. C'est-à-dire, il a habité au château de Grandemont, qui était un héritage de la tombe de sa maman. Donc, il a grandi un petit peu, car son père, étant préfet, n'avait pas énormément d'argent à l'époque. Quand ils étaient ici, ils se nourrissaient plus du poisson qu'il y avait dans le Var ou dans le Sion, plutôt qu'autre chose. Voilà.
Donc alors, voilà un très beau tableau d'Auguste Blanqui, peint par sa femme Amélie, qui est hélas décédée quand il était en prison au Mont-Saint-Michel. Il était en prison. C'était une prison, le Mont-Saint-Michel était une prison. Il a été aussi en prison à Belle-Île-en-Mer. Oui. L'île en mer, je comprends mieux, mais Saint-Michel, C'est Il est enfermé avec à Montbardès, c'est qui m'a Alors sa maman, tout au long de sa vie prisonnière, était toujours là. Ce qui est drôle parce que c'est comme ça que son père a rencontré sa mère. Son père était enfermé aussi en prison à Paris et sa mère venait régulièrement soigner les prisonniers et c'est comme ça que ses parents se sont rencontrés. Un drôle destin. Son frère, lui, par contre, ils se sont un petit peu éloignés après car ils n'avaient pas du tout la même mentalité. Son frère était plutôt un théoricien économique libéral, favori à la libre-échange. Et donc ils se sont mis à embourgeoiser et Auguste Blanqui s'est endurci dans la Révolution. Alors Auguste Blanqui, son premier événement en fait, c'est les 4 sergents de La Rochelle. C'était des sergents en fait qui avaient adhéré à une société secrète qui s'appelait la Charbonnerie. Alors, j'arrive pas à lire la Carbonari ou Charbonnerie. Les Carbonari. Charbonnerie aussi, c'est la même chose. Voilà. les Carbonari, c'est en Italie. Voilà, mais justement, la Charbonnerie était la branche française, voilà. Et la Carbonari était la branche italienne. Et donc, ils ont été tués. On leur a Ils ont été exécutés. Voilà. Donc c'est le premier événement. Et à l'époque, comment le gouvernement appelait les gens comme Blanqui, vous allez rigoler, des complotistes. Oh Comme quoi les femmes Il faudra faire l'histoire de l'imagination, tous ces hommes politiques. Et oui, bah, ses opposants apparemment. Ah, l'ont appelé complotiste. C'est que ce soit au 19e, au 20e siècle, au 21e siècle, ces saloperies d'hommes politiques finissent toujours par nous bloquer. Et ça, Blanqui avait réfléchi. Et la commune, là, on voit aussi l'exemple à la commune, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une grosse révolution et que la population arrive enfin à récupérer quelques miettes, il y a toujours quelque chose qui va, les hommes politiques arrivent toujours à redétruire tout ce qu'on a conçu. Donc il y a une histoire qui se répète, il y a vraiment quelque chose à comprendre là-dedans, c'est que pourquoi la révolution ne va pas plus loin que ça. Pourquoi qu'au lieu d'obtenir quelques miettes, on ne va pas complètement jusqu'au bout, c'est-à-dire vraiment retourner la vapeur. Complètement. Alors Auguste Blanqui à cette époque-là était bien sûr bonapartiste à défaut, parce qu'il détestait les Bourbons, et la plupart de la population détestait tellement les Bourbons qu'ils étaient bonapartistes, des fois plus ou moins à défaut. Donc il a créé plusieurs journaux. Il y avait aussi une pensée Saint-Simonien qui était un peu plus proche de l'humanité, mais qui je trouve par moments penchait un petit peu à droite. Voilà. Il a eu 3 blessures à ses premières manifestations, il a eu aussi 3 blessures, 3 fortes blessures, il aurait pu peut-être en mourir. Il y a eu aussi les diverses prisons et surtout ce que je disais tout à l'heure, les 3 glorieuses. Les 3 glorieuses, en fait, c'est une révolution autour de 1830 où justement Charles X laissait crever de faim la population, s'est monté très haut le
il y avait les barrières qui étaient érigées, plus personne ne pouvait rentrer. Et en très très peu de temps dans la nuit, Charles X a ni plus ni moins sauté de son trône. Sauf que les gens ont retrouvé au secours un Louis, comme je disais tout à l'heure, un Louis-Philippe, mais un Louis-Philippe qui faisait partie de la branche aussi des Bourbons. Dommage. Et la révolution s'est arrêtée et les gens pensaient qu'ils avaient fait une bonne acquisition. On verra plus tard qu'en 1848, ils n'ont pas fait du tout une bonne acquisition. Alors il a aussi participé, comme je dis, à des journaux, dont les amis des étudiants, journaux, les amis des étudiants, les amis des saisons. Il a aussi été lié à Pierre Leroux, qui aurait pu nous amener à un journal Le Globe, qui a été l'un des premiers socialistes, avec Auguste Blanqui. Il est aussi un petit peu le créateur aussi de l'extrême gauche. Pierre Leroux, c'est le premier à avoir employé le mot socialiste. Voilà. Donc après, il a eu ses premières prisons, bien évidemment, dont le Mont-Saint-Michel, dont la prison de la Force à Paris. Donc sa première prison a été Nice, justement quand il est venu ici pour revoir son village d'enfance. On connaissait tellement déjà un petit peu, donc que du coup, il a eu aussi un défaut de papier. Donc du coup, il s'est retrouvé à la prison de Nice. C'est sympa quand on revient voir le village de son enfance. Attention, c'est qu'à l'époque, il était en territoire Voilà. piémontais, savoyard. C'était pas Voilà. Alors à propos de ça, il y a quelque chose de très intéressant avec son père. Son père, avec l'aide de Masséna, ils ont ouvert Nice et principalement l'annexion niçoise en 1792 et non pas en 1860. 1860 est vu dans tous les livres d'histoire, d'ailleurs j'ai cherché un peu, comme l'unique annexion niçoise. Mais non, la première annexion niçoise, d'ailleurs ils se sont battus contre les Sardes, leur propre gouvernement, était en 1792. Donc bien évidemment, j'imagine que certaines personnes qui fabriquent les livres d'histoire, ça doit les embêter que ça se soit passé pendant la Révolution. Ce qui les embête surtout, c'est qu'on a toujours dit que c'était un plébiscite alors que c'était effectivement une annexion. Là, on renvoie aux travaux de Henri Sapia. Henri Sapia, n'oublie pas ça aussi. Et n'oublie pas qu'en 93, Masséna avait réussi à déloger les consardes qui étaient de ce côté-là du Var. On a connu, il avait grimpé une pièce d'artillerie au col de la Judiciaire. Et ce qui est très intéressant, parce que pour moi, quand j'ai vu que dans une biographie, il y avait bien marqué ce qui s'est passé et que j'ai regardé à peu près sur pas mal de médias, sur internet, et pas moyen, c'est toujours marqué annexion niçoise comme 1840, c'est même difficile de trouver. Je me dis, il y a censure. En fait, ce qu'on a retenu, c'est l'espèce de votation qui avait eu lieu en 1860. C'est ça. Une espèce de plébiscite, alors qu'en fait, c'était. Donc voilà, nous arrivons justement après en 1833 et 34, période heureuse aussi de Blanqui, puisqu'il est un petit peu embourgeoisé à l'époque, puisque c'est ses beaux-parents en fait qui assurent son train de vie. Donc il vient se marier avec Amélie Serre et il vient d'avoir un enfant, Estève, qui se séparera beaucoup plus tard parce qu'après 10 longues années en prison, son fils lui proposera de l'héberger chez lui, mais à condition qu'il arrête la révolution. Et hélas, Blanqui ne veut pas arrêter la révolution, son fils ne l'a pas supporté et il y a eu séparation. Au Mont-Saint-Michel, il perd aussi sa mère et son frère. Donc là, on arrive en 1848, justement, une des grandes révolutions du 19e siècle.
avec toujours le même gouvernement, on retrouve exactement les mêmes choses qui laissent crever de faim des gens. Il y a même dans une révolution qui avait sur la place de Grève à l'hôtel de ville une vente constante de rats. Donc les gens ils mangeaient des rats, ils mangeaient des morceaux d'animaux tellement qu'ils ne pouvaient plus se nourrir. Il n'y avait plus de chevaux à Paris car la plupart passaient au carissage. Il faut quand même bien savoir, c'était une période très... Donc bien sûr il est emprisonné tout de suite après parce qu'il a manifesté avec les autres et toujours pareil. L'histoire se répète. Voilà. Il y a eu après 1948, pour essayer de le faire le taire, un document qui s'appelle le document Tachereau, qui est un document qui l'accuse de délit et surtout quelque part d'avoir fricoté quelque part avec l'ennemi, voilà, qui est bien sûr l'auteur lui-même qui l'a fait pour essayer de le faire taire définitivement. Il y a après la troisième révolution du 19e siècle qui s'appelle l'insurrection, où là Blanqui rencontre d'autres grandes têtes de l'histoire qui est Karl Marx, Paul Lafarge, Charles Longuet et Georges Clemenceau, voilà, qui l'ont énormément protégé. Et là il y a eu cette grande insurrection où à un moment donné il a été en effet je ne peux pas dire député, mais à l'hôtel de ville, donc il est resté 10 heures tellement que c'était très intéressant. Il a rencontré aussi Jules Vallès, un journaliste qui a écrit beaucoup d'articles au niveau révolutionnaire. Et des poésies. Et des poésies. Écrivain et poète. Et des poésies. Voilà. Et donc c'est là que je disais tout à l'heure la grande phrase, c'est qu'à un moment donné en 1870, ça chauffait tellement que la France a éternué et l'Europe s'est enrhumée. Et ça a été vraiment dans toute l'Europe, surtout qu'à l'époque c'était la guerre avec la Prusse. C'est pour ça qu'elle est malade maintenant. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que la Prusse. Voilà, c'est l'Allemagne, c'est une partie de l'Allemagne. C'était le gros de l'Allemagne. Oui. Et qui surtout fournissait le gros des troupes d'Allemagne. L'armée allemande. Voilà. Et donc là après, donc, il y a eu un... Ça ne partageait pas avec la Russie, il n'y avait pas la Russie aussi. Probablement, moi j'ai Parce surtout... qu'ils se sont retrouvés à partager des lieux, des territoires. Voilà. Entre Il l'Allemagne est et la vrai que Russie. pendant cette époque, en fait, les territoires n'ont pas arrêté de changer. L'Autriche, à un moment donné, a mangé une partie d'Italie, il semble. Ça a été vraiment pendant quelques années, une guerre effroyable. Un partage-repartage du monde européen. Voilà, c'est exactement ça. Constamment, ce qui est dommage, c'est qu'on le voit encore, c'est constamment une accaparation de territoire par les rois, mais par contre la population, on s'en fout. Il y avait déjà des pogroms aussi. Hein. Ouais. C'est quand on tue les juifs et quand les gens se fassent communes. Hein? Des pogroms. Persécution. Et donc du coup, à force, il y a eu justement un contre-pouvoir de vouloir remettre en fait une monarchie en place. Et là, ça a éclaté, ça a créé la commune. Et la commune, ça a été une partie de la population parisienne, principalement sur la butte Montmartre, qui a créé en fait sa communauté à eux, avec des lois vraiment humaines, la liberté de la presse par exemple, qui avait toujours été bafouée à l'époque, qui continue de bafouer maintenant. Voilà. C'est-à-dire qu'on sortait de Second Empire avec depuis Napoléon III, depuis Une 1851. troisième république malade. Non mais même c'est 1870, ça a été la fin du Second Empire.
Et Napoléon III, c'était pas exactement un démocrate. On sortait d'une véritable dictature, avec la dictature bonapartiste, et il y avait une misère. Et la guerre de 1870, La guerre de 1870. qui a vu la défaite de Napoléon III face à la Et en fait, malheureusement, ça n'a duré que 70 jours. Il y a eu Thiers, en fait. Quand la commune, Olivier dit, a fait pouvoir, la commune a tout théorisé. Il a fallu attendre le Conseil national de la résistance pour récupérer ça. Le droit de vote des femmes, le travail des enfants, un système de sécurité sociale, un système de retraite, tout le bien social, tout théorisé. Et ça s'est terminé entre 25 et 30 000 morts et entre 40 et 50 000 déportés. Voilà comment ça a été, comment la commune a été écrasée. Et malheureusement, c'est Thiers qui a tout fait écraser. Un autre Adolphe. Voilà. Mais alors lui, c'est plus qu'un anecdote, c'est que en même temps, je ne me gêne pas s'il pouvait m'entendre à faire un appel au maire de Nice, que je ne comprends pas pourquoi qu'il laisse une gare principale porter le nom de Thiers, car cet homme-là ne se gênait pas, sortait avec la mère et les 2 filles et couchait avec, dont il pratiquait la pédophilie et l'inceste devant tout le monde sans aucun problème, il ne s'en cachait pas. Mais par contre aujourd'hui, on laisse une gare porter le nom d'un pédophile et d'un incestueux et que pourtant aujourd'hui c'est interdit. Attention, c'est pas la gare qui s'appelle comme ça, c'est le boulevard. C'est la venue qui est venue. Oui, c'est la venue Thiers. Mais la gare SNCF s'appelle La gare de Niceville, Niceville, mais on l'appelle gare Thiers. Et la poste Thiers. Alors, tout à l'heure, je parlais. Tout à Et l'heure, la station de train de quand gare Thiers. je parlais de notre association, j'ai dit, mais ça, Morgane, il ne faut pas qu'elle le marque. On a avec notre association, symboliquement, bien sûr, on a débaptisé l'avenue Thiers, c'est-à-dire on a mis un autocollant sur la plaque et on a rebaptisé l'avenue Thiers l'avenue Louise Michel. Tu veux censurer la presse, c'est ça, hein? Hein? Tu veux censurer la presse? Non, mais est-ce que tu peux dire que le mouvement bonapartiste est très puissant à Nice? Oui. Ce serait bien d'en dire 2 mots parce Oui, que oui, il est vraiment réel, il est vraiment efficace, Oui, oui. mais il passe, il n'y a que ceux qui savent qui sont Alors, au bah, courant. tu pas tout le temps dire Quand le tu mot. Non, penses, mais par je pense qu'avec ça, rapport à plus ce que dit Florence, par rapport à Ils veulent arriver à quel Par point? rapport à ce que dit Florence, Dictature. quand on pense que le quai, il y a un quai, il y a un quai sur au port de Nice, il a été baptisé il n'y a pas longtemps, il y a 3 ans, quai Napoléon III. Non, quai Napoléon Ier. Quai Napoléon Ier, juste en dessous de la maison de René Garibaldi. C'est pas ce monde ça. Et il se dit qu'il veut faire rapatrier les cendres de Napoléon III qui ont enterré au Royaume-Uni pour les faire rapatrier en France. À mon avis, ça va avoir pas encore Et aujourd'hui. Napoléon, L'idée bonapartiste, c'est vraiment. Enfin, moi, je suis surtout que Napoléon, au 19e siècle, que ce soit en République ou en monarchie, n'a jamais été pour la République, pour le peuple. D'ailleurs, si on en arrive à des moments. Il faut préciser lequel de Napoléon on parle. Napoléon le Alors, petit, tous les bonapartistes, tout le monde, depuis Napoléon Ier, tous les Bonapartes. D'accord. Il ne faut pas oublier que la commune s'est terminée dans le sang, il y a eu les mais nouveaux. la révolution s'est terminée par le Concordat. Tout ce que la révolution a fait, toute l'œuvre de la révolution a été détruite par le Concordat par Napoléon Ier. Il a fallu attendre la commune pour que tout ce que la révolution a fait ressorte. Il a fallu attendre le Conseil national de la résistance pour qu'on puisse Donc Je après, pense, excuse-moi, que Estrosi est très obéissant au mouvement bonapartiste niçois. Est-ce qu'il n'en fait pas partie? Hein? Est-ce qu'il n'en fait pas partie? Je ne sais pas de quoi il ne fait pas partie en fait.
Il militait à une époque Ah, c'est pour plus simple rapatrier de les cendres de Napoléon III en France. Hélas, malheureusement, pour dire une note sur le maire de Nice, moi j'ai jamais compris véritablement dans quelle direction il allait. Par contre, il y en a une que j'ai tout de suite compris dès que j'ai aperçu son état d'esprit, c'est surtout le paraître. C'est la sienne de direction. C'est surtout le paraître et de se faire montrer. Je trouve que c'est surtout la chose principale qui m'intéresse. Et pour moi, un maire qui est principalement intéressé par son paraître et surtout son image et qui oublie complètement la population, je suis désolé, je ne sais pas ce qu'il fait comme maire. Bah, en fait, tu parles de direction, c'est surtout la sienne qui le suit, et puis voilà. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est tout. Donc on revient sur Alors, Blanqui. revenons sur Blanqui. Ce qui est drôle, c'est que pendant la commune, et juste avant que ça éclate, on l'a mis en prison, jusqu'à le mettre jusqu'en Algérie. Il faut quand même savoir, il a été déporté jusqu'en Algérie, comme d'ailleurs, je dirais, sa partenaire Louise Michel qui a été déportée, rappelle-moi là, En Nouvelle-Calédonie. en Nouvelle-Calédonie. Encore plus loin. 5 ans, c'est 5 ans. Voilà. Encore plus Voilà. loin. Avec un peu de chance, on va voyager. Michel, elle a profité de ces 5 ans. La Nouvelle-Calédonie était une colonie. Hein. Bon, et elle a profité de ces 5 ans pour instruire les gens. Elle était institutrice à la base. Elle a essayé d'instruire le canal. Tiens, on peut l'offrir à Morgane. Oui, oui. Et donc, mais ce qui est fou, c'est qu'ils n'ont pas pu éviter grand-chose parce que justement la commune s'écrit beaucoup justement avec l'influence de Blanqui, mais aussi le parti blanquiste, voilà, qui avait été créé depuis pas mal d'années et qui était vraiment la pensée comme blanquiste. La pensée comme blanquiste était très aussi portée anarchiste, d'ailleurs c'est pour ça qu'avant la fin de sa vie, il a créé un journal qui s'appelle Milieu du Maître. Pour moi, la pensée anarchiste de Blanqui, c'est je suis libre de moi, mais je dois respecter mon voisin. Et pour moi, ça veut tout dire. Pour moi, personnellement, il veut dire qu'on n'a pas spécialement besoin de règles, mais que si on doit respecter son voisin, au fur et à mesure des contextes de la personne qu'on rencontre, les règles se font naturellement. Mais tout ça, bien évidemment, c'est un travail avec soi-même, avec son ego. Avec l'éducation aussi. Avec l'éducation aussi. Avec l'éducation, avec le discernement aussi. Parce que l'éducation peut fortement te conditionner aussi. Oui, oui, d'accord, mais apprendre à vivre ensemble, moi je pense que l'éducation, ça devrait être ça. Oui, c'est-à-dire l'éducation devrait être un minimum, voilà, un minimum. Mais apprendre à vivre ensemble, c'est ça qui est bien avec lui, c'est que ça se fait vraiment. Tu peux vivre d'une manière différente et te comporter d'une manière différente avec l'une de tes sœurs et pas la même chose avec l'autre sœur, parce qu'ils ont deux personnalités différentes. Voilà. Voilà. Donc il a fait ce journal et donc il est resté quasiment 10 ans, même bien après la commune, et on l'a vraiment enfermé parce que l'influence de Blanqui qui crée la commune, mais en plus Blanqui pendant la commune, ça aurait été trop. Ça aurait été beaucoup de trop. On arrive à 1979, donc il est libéré, enfin. On voit qu'il a un grand ami en fait qui s'appelle Georges Clémenceau. Il a aussi été député très peu de temps de Bordeaux, mais comme il était, si j'ai bien compris, en prison, et de par ses amis qui l'ont fait élire justement, directement en fait à Bordeaux, on a fait que quelques jours après, il soit désavoué et qu'il sorte de son mandat, bien évidemment. Voilà, toujours, on y a mis les bâtons dans les roues. Il a été aussi élu à Rouen, dans la Loire. Donc après une longue année de prison, il crée justement le journal Milieu du Maître. Et quelques années après, en 1981, il décède.
et il décède chez un ami en fait au 25 boulevard du Midi dans le 13e arrondissement qui aujourd'hui s'appelle boulevard Auguste Blanqui. Au moins là, ils ont bien fait les choses. Voilà, à Bordeaux, il y a aussi un lycée qui s'appelle Auguste Blanqui. Alors je vais vous dire, moi quelques traits de mémoire là-dessus, c'est que pour moi, Blanqui nous dit qu'il ne faut pas attendre après les gouvernements, c'est à nous tous de se rassembler et de gagner. Surtout un gouvernement qui en a toujours eu rien à faire du peuple. On voit que du 19e, 20e, 21e, l'histoire se répète. Non, Macron est différent quand même. Avec les proches. Alors, il n'y a que la forme qui change, mais pas le fond. Le fond reste toujours aussi cool. Ah bah on peut dire que Macron, il descend idéologiquement d'Adolphe-Thiers. Ça, il n'y a pas de problème. Il a une phrase qui s'appelle frapper d'impôt le nécessaire, c'est voler. Frapper d'impôt le superflu, c'est restituer. Voilà une des phrases de Blanqui. Tu peux répéter s'il te plaît? Un peu plus fort. Frapper d'impôt le nécessaire, c'est voler. Frapper d'impôt le superflu, c'est restituer. Ça peut faire une bonne morale pour la fiscalité. Ça. Voilà, exactement. Donc pour lui, toute révolution est un progrès. Il s'est toujours battu pour réclamer le suffrage universel. Hélas, on voit que le suffrage universel et la République aujourd'hui n'est pas mieux. Je rappellerai en même temps la définition de la République, définition dictionnaire. La République, en fait, c'est simplement élire des personnes qui doivent représenter le peuple. Moi, de là, personnellement, je ne suis pas sûr que ça soit une bonne chose de défendre absolument la République. Je pense qu'il faut défendre la démocratie avant tout. Opérationnelle. La démocratie opérationnelle. Alors moi je dirais la La démocratie démocratie autonome. participative opérationnelle. Moi je dirais la démocratie autonome. Moi, je Ça, pense c'est comme que le marché qui se régule tout seul, non? non, mais moi, je pense que la démocratie n'a pas besoin de qualificatif derrière. Voilà. Voilà, tout simplement. Voilà. La démocratie c'est pouvoir au peuple. Il n'y a pas besoin de... La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Point. Voilà. Elle n'a pas besoin d'autres Et la qualificatifs. démocratie autonome, ici je peux le dire ce que je dis comme ça pour ne pas choquer certaines personnes, la démocratie autonome c'est de l'anarchie. C'est là où les gens ils commencent à se réguler tout seuls. Bien évidemment aujourd'hui, je pense que la population a encore beaucoup d'efforts et beaucoup de choses à comprendre avant d'être vraiment dans cet esprit-là. Et de maturité à acquérir. Voilà, car je pense que ce jour-là, qu'on sera vraiment dans cet esprit-là, il n'y aura pas de... Tout ça, ça passe par l'éducation et le respect. Donc tu ne peux pas parler de démocratie autonome aujourd'hui. Non, non. Bien C'est pour sûr. ça qu'on est dans une démocratie participative qui ne traite pas du peuple. Non, représentative. Représentative, oui, mais je veux dire, et ce qu'il faut, c'est une démocratie participative, c'est-à-dire qui sollicite le citoyen, mais qui soit réellement participative. Ça veut dire qu'on éduque le citoyen et on lui demande de prendre position. Gaz à fossile dans Mais de- l'Union Européenne, dans les De toute lois façon, Voilà. comme le dit, Et on respecte ses choix. comme le dit Virginia, quelque part, normalement, on ne devrait même pas avoir besoin de dire démocratie participative, démocratie représentative. La démocratie, c'est la démocratie. C'est le peuple pour le peuple et par le peuple. Point. C'est la définition de la démocratie. Lui, il te demande, explique-lui. Qui a été bafoué, complètement bafoué. Et oui. Ah, comme celui de République, Quand il y a actuellement, nous dominion, sommes c'est dans quoi une... ça comme démocratie? C'est comme le terme dominion. C'est comme le terme de république. Hein. Actuellement, on est dans une république monarchique. Hein, C'est quand le même. système. On est dans une monarchie républicaine. Non, on n'est pas dans une monarchie. Donc parce que dans une monarchie, elle est pour finir avec l'Antin, moi voilà, je dis ce qu'il faut retenir, c'est j'aime pas qu'on appelle l'enfermé, parce que comme je dis, pour moi, il a toujours voulu défendre la liberté, et c'est des gens qui sont contre la liberté qui l'ont enfermé. Pour moi, je dirais Blanqui, c'est un passionné de la Révolution. Voilà. Voilà. De la liberté, je dirais. Oui, parce que la révolution,